Militaire, moi pas besoin de galop, soutez-moi du riz. Serza masamba, trayer mangasa kaprar mitsotso, la guerre pour moyer boucher se bossoro. Yisatera, tata, tengo muna, gatre masir frenza, un paco valimbane, comanda kafua, me lo kudo kuoni mutu. Bête va militaire, mutu sakana, tu kubri kueito. Moga pepe, moyinga kanga kwa. Moga pepe, moyinga kanga kwa. Makele pas, on s'est combattant, on a soukéré. Makele pas, on s'est combattant, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades rouailles. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand. J'ai tué anglais, moi j'ai tué tchécoslovaque, tu m'appelles pas, et un, deux, on s'est combattant, on a sauté, tu m'appelles pas, et un, deux, on s'est combattant, on a sauté. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est de degré. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est de degré. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Michangi, mon chéri, il y a cadavre. Avec le coup de matraque, tout d'un coup, cadavre. Ta femme est cadavre. Ta mère est cadavre. Ton grand-père est cadavre. Ton père est cadavre. Tes enfants cadavre. Les rois cadavre. Les reines cadavre. Les empereurs cadavre. Tous les présidents cadavre. Les ministres cadavres, les gardes de corps cadavres, les motards cadavres, les militaires cadavres, les civils cadavres, les policiers cadavres, les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommaires cadavres, les chéris cadavres, le premier bureau cadavre, le deuxième bureau cadavre, la bière cadavre, le champagne cadavre, le whisky cadavre, le vin rouge cadavre, le vin de palme cadavre, les soulards cadavre, musique club cadavre, tout le monde est cadavre, moi-même cadavre, makele pas, y'a un, deux, on s'est combattant, on a soukéré, makele pas, y'a un, deux, on s'est combattant, on a soukéré. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient la guerre, tout le monde est affamé. Le coq ne va plus le coquer, cocorico. La poule ne va plus le couler les œufs. Le footballeur ne va plus le foutre, pousser le ballon. Les joueurs cadavres, les arbitres cadavres, le soufflet cadavre, même les ballons cadavres, les équipes cadavres. Il y avait le noir cadavre, les palais du Congo cadavre.
cadavres, les lions incomputables cadavres, les léopards cadavres, les diables roses cadavres, les journalistes cadavres, la radio cadavres, la télévision cadavres, les stades cadavres, les supporters cadavres. Bonjour les gars, bonjour les filles, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Bien sûr, je suis de retour après mon congé de la gloire glorieuse que vous avez vu. Les batteries sont rechargées à bloc et nous sommes de retour au combat. C'est de ça qu'il s'agit. Et évidemment, alors que nous retournons au combat, nous nous réveillons ce matin avec une nouvelle des plus intéressantes, disons-le. Quelque chose qu'on n'avait pas cru possible en Afrique centrale. Quelque chose qu'on pensait être l'apanage de l'Afrique de l'Ouest. Les analystes, les politiciens, les spécialistes donnaient l'Afrique centrale grippée entre les mains des grabataires, des dynasties qui se sont accaparées du pouvoir et qui l'ont verrouillé pendant plus de 60 ans. Oui, malheureusement, c'est l'histoire de l'Afrique centrale. Au Cameroun, nous avons la dynastie Biya qui dure depuis plus de 40 ans. Biya, bien sûr, qui est aux affaires depuis 60 ans aussi, au moins, et qui ensuite est en train de manigancer pour que son fils prenne le pouvoir, comme au Gabon. Au Gabon, nous avons la dynastie Bongo. Bongo Ondimba qui est arrivé au pouvoir et qui a fait plus de 40 ans au pouvoir, qui est mort et dont le fils a succédé et qui est au pouvoir depuis 14 ans. Plus de 60 ans d'une dynastie dans un pays censé être démocratique. Voilà donc les dinosaures de la France-Afrique en Afrique centrale dans le golfe de Guinée. Voilà ceux qui détenaient encore les derniers remparts de la France en Afrique. Parce que la France est en train d'être déboutée en Afrique de l'Ouest. Au Mali, elle a été chassée. Au Burkina Faso, elle a été chassée. Au Niger, elle est en train d'être chassée. Les bases militaires de la France en Afrique. Sa base la plus importante qui était au Mali a été fermée. Au Niger, ils sont en train de demander le départ des 1500 soldats français au Niger. La population nigérienne manifeste devant la base militaire et leur demande de partir. L'ambassadeur de France est allé se réfugier dans la base militaire parce que le gouvernement du général Tiani a coupé les vannes pour l'ambassade de France. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'internet, rien du tout. Impossible de vivre dans cette ambassade. La France qui se voit donc déboutée de toute l'Afrique après des centaines d'années de domination, d'exploitation. La France est aux abois. Les dernières bases militaires de la France en Afrique restaient au Tchad et au Gabon, bien sûr. Sachant que la base militaire du Gabon servait à contrôler toute la zone du golfe de Guinée, qui est une zone hyper stratégique dans la géopolitique internationale. Ce qui arrive aujourd'hui à Libreville était imprévisible. Et avant de commencer mon analyse, je tiens ici à envoyer des salutations combattantes, des salutations respectueuses à la générale Barat, la générale qui combat Ali Bongo depuis de longues années et qui a ainsi inspiré les Amazones camerounaises, dont moi-même. Je lui dis, son combat est en train de payer.
Et lorsqu'elle rentrera au Gabon, elle rentrera triomphante parce qu'elle a combattu ce régime de toutes ses forces. Ceci dit, nous avons vécu des événements inédits dans le cadre des élections présidentielles au Gabon. Vraiment des événements inédits. Déjà, Ali Bongo Ondimba, Ali Bongo, instaure le bulletin unique pour les élections législatives et présidentielles, croyant ainsi clouer l'opposition. Ali Bongo est présagé être le vainqueur incontestable, incontesté de cette élection face à 18 autres candidats de l'opposition. Ali Bongo a en sa faveur l'appareil de l'État, les militaires, l'armée. Oui, parce que le Gabon, c'est une dictature comme le Cameroun, où Ali Bongo répresse dans le sang, où toute une famille s'est accaparée des institutions. Ils sont sûrs que ce sera comme d'habitude. Le vol, le viol du peuple passera encore. Ali Bongo est sûr que ce tour-ci, il passera sans anicroche. Pourtant, son règne n'a pas été, ces 2 mandats n'ont pas été faciles. Nous avons vu un Ali Bongo diminué par la maladie, qui a même suscité de la compassion. Nous avons vu un Ali Bongo qui a commencé à manifester des signes de faiblesse physique en s'écroulant, en faisant des maladies, en étant hospitalisé plusieurs fois à Londres, au Maroc. Oui, on a vu quelqu'un qui s'accroche au pouvoir malgré le fait qu'il ne soit plus physiquement capable de diriger le Gabon. Tout comme M. Paul Biya s'accroche au pouvoir à 90 ans, sachant très bien qu'il n'a plus les capacités physiques ni mentales, intellectuelles pour diriger un pays de 30 millions d'habitants comme le Cameroun. Donc M. Bongo, ces 2 mandats ont été vraiment marqués par une défaillance physique, ce qui fait que le pouvoir au Gabon était de plus en plus contesté. Parce que le Gabon, tout comme le Cameroun, montrait des signes d'être un navire sans commandant. Lorsque vous avez un chef de l'État qui passe plus de temps dans les hôpitaux qu'à diriger le pays, ça craint. Évidemment, personne n'avait mesuré l'ampleur de la contestation populaire. Parce qu'il n'y en avait pas, parce que le peuple gabonais semblait être résigné à son sort. Après les émeutes de 2016, où Jean Ping avait gagné les élections, mais s'était vu voler ces élections face à M. Ali Bongo, vol des élections qui avaient suscité des émeutes, causant des morts dans l'étendue du territoire gabonais. M. Ali Bongo s'est imposé par la force en utilisant son armée pour réprimer dans le sang les Gabonais contestataires des dernières élections présidentielles. Alors, je vais vous faire vivre le film de ces élections en images. Donc, déjà au départ, je tiens à rappeler que de nombreux bureaux de vote à l'extérieur du Gabon étaient fermés pour empêcher aux Gabonais de la diaspora de voter. Et nous sommes en train de vivre la même chose au Cameroun. Tout au long de cette année, et les inscriptions sur les listes électorales ferment demain. Les inscriptions sur les listes électorales ferment demain pour le Cameroun. Aucun Camerounais de la diaspora n'a été inscrit sur aucune liste électorale de janvier à août. C'est une volonté délibérée du gouvernement de M. Biya d'empêcher aux Camerounais de voter.
Donc, nous avons vu au Gabon aussi, et je fais le parallèle parce que justement, c'est des systèmes similaires qui utilisent des méthodes similaires pour réprimer le peuple et rester s'accrocher au pouvoir. Donc, les Gabonais de la diaspora, certains bureaux de vote étaient fermés, certaines ambassades. La loi gabonaise dit que les Gabonais hors du territoire gabonais doivent voter dans les ambassades. Mais non seulement certaines ambassades étaient fermées pour le vote, mais en France, les votes se sont faits dans les mairies françaises, suscitant ici la colère. Et on va revenir là-dessus. Je vous fais d'abord voir un premier reportage montrant la manipulation du régime Bongo afin d'empêcher aux Gabonais de voter. L'Association des Gabonais de Côte d'Ivoire a été notifiée qu'il n'y aura pas de centre de vote établi en Côte d'Ivoire. Si l'ambassade du Gabon dans ce pays n'a donné aucune explication à cette décision, tout porte à croire que le choix sera assumé par le gouvernement, lequel avait pourtant annoncé la distribution des cartes d'électeurs. Seulement 14 pays autorisés à voter dans le monde. Si le ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata annonçait que ce sont au total 16 093 Gabonais hors des frontières qui ont été enrôlés, une frange devrait être exclue. Seul Cotonou, Yaoundé, Brazzaville, Malabo, Rabat, Dakar et Lomé seraient concernés en Afrique. À cela s'ajoutent Washington et New York aux États-Unis. L'Asie ne compte que Pékin et Beyrouth. Les pays européens ne devraient compter que 3 commissions électorales, à savoir Paris, Bordeaux et Londres. Ainsi donc, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Russie, le Ghana, la Turquie sont tous exclus de cette liste, et ce, en violation de la Constitution et du Code électoral. Est-ce que vous avez suivi? Donc, le gouvernement gabonais s'est arrangé à ce que plusieurs représentations diplomatiques dans des pays où il y a pourtant des Gabonais qui, selon la Constitution, ont le droit et le devoir de voter, soient fermées. Lorsqu'on pense qu'un pays comme l'Allemagne, qui regorge de nombreux ressortissants gabonais, n'ait pas eu de point de vote pour les Gabonais, alors on se rend bien compte que le gouvernement gabonais a justement ciblé ces pays-là où il était sûr, où il pensait avoir la majorité. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour le cas du Cameroun. Les listes électorales sont ouvertes depuis janvier 2023, mais au jour d'aujourd'hui, à 24 heures de la fermeture des inscriptions sur les listes électorales, aucun Camerounais hors du territoire camerounais n'est inscrit sur aucune liste électorale. Que le gouvernement de Biya nous explique comment ça se fait qu'en 8 mois, avec le budget alloué et les moyens mis à la disposition de l'ECAM, aucun Camerounais ne soit inscrit sur les listes électorales en 8 mois. Donc voilà donc la manipulation de ces dictateurs. Puisque ça marche, ça a toujours marché, ils ont fait 60 ans au pouvoir, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, ces méthodes ont toujours marché. Ils ont massé les chiffres, ils ont empêché aux citoyens de voter, ils ont réprimé dans la force. Donc voilà dans quelles conditions les Gabonais s'en vont aux élections. Ensuite, lorsqu'ils instaurent le bulletin unique, ils pensent que cela va l'avantager. Parce qu'en fait, le bulletin unique veut dire quoi? Que le citoyen qui voterait pour Ali Bongo aurait aussi voté pour un député pédégiste. Donc, normalement, le bulletin unique sanctionnerait les opposants. Et d'ailleurs, ces opposants s'en sont plaints et ont même porté plainte à la Cour constitutionnelle gabonaise. Je vous fais suivre ce reportage. Excusez-moi, lorsque je mets mon béret de la gloire glorieuse, ça veut dire que le combat chauffe. Lorsque je mets ce béret de la gloire glorieuse, le combat est en train de chauffer. Je vous fais suivre ce reportage. Partie de la population et qui a pour vocation de confondre deux scrutins en un seul. Alors, un instant. Voilà.
dans les mains d'Ali Bongo le drapeau de son parti, le PDG, le Parti démocratique gabonais, qu'il a investi candidat à sa propre succession à la présidentielle prévue le 26 août prochain. L'ambiance est festive, l'humeur au beau fixe. Ici, personne ne doute de la victoire. Au pouvoir depuis le décès de son père il y a 14 ans, Ali Bongo est donné favori face à 18 autres candidats. Signe d'une opposition dispersée qui doit faire face à une autre problématique cette année, l'adoption d'un bulletin unique pour les 2 scrutins présidentiels et législatifs. Une innovation pour faciliter le vote selon le Centre gabonais des élections. Présentée par décret le 4 août, soit à 3 semaines des scrutins, la mesure suscite un tollé chez l'opposition. Ange Kevin Zigou fait partie de ceux qui ont porté plainte devant la Cour constitutionnelle sans succès. Pour ce candidat à la députation à Libreville, le bulletin unique prend les électeurs en otage. Une personne qui vote pour le président Bongo est de fait condamnée à voter pour un député du parti au pouvoir. Nous pensons que cette décision viole le principe d'un homme, une voix. Lorsque vous avez un bulletin, peu importe comment ils l'ont nommé, qui a pour vocation à écarter une partie de la population du vote et qui a pour vocation de confondre deux scrutins en un seul, c'est nécessairement néfaste pour la démocratie. Pour le camp présidentiel, il s'agit d'un procès d'intention, une fuite en avant d'une opposition qui chercherait ainsi à maquiller ses faiblesses sur le terrain. Ce bulletin unique n'est pas là pour favoriser tel ou tel autre candidat. Pourquoi ce bulletin sauverait-il le candidat, mon candidat, le candidat du PDG, plutôt qu'un autre? Puisque tous les candidats, il y en a parmi eux qui sont chefs de parti. Ils auront également sur leur bulletin leurs députés. Mais qu'en est-il des candidats indépendants qui n'ont pas de parti politique, pas de binôme au scrutin présidentiel ou législatif? Quid encore des partis de la majorité présidentielle qui soutiennent Ali Bongo mais risquent de voir leurs candidats aux législatives écartés au profit de candidats du PDG? D'autant plus que la date limite du dépôt des candidatures est dépassée depuis plus d'1 mois. Plus de 800 000 Gabonais sont appelés aux urnes le 26 août prochain. Donc voilà comment, en utilisant le bulletin unique, à quelques jours de l'élection, Ali Bongo et son parti sont sûrs que cela va clouer les autres candidats, notamment ceux qui n'ont pas de parti politique. Et puisque l'opposition était divisée, on a vu 18 candidats quand même de l'opposition, ils se sont dit que le PDG est le plus grand parti au Gabon, tout comme on pense que le RDPC est le plus grand parti au Cameroun. C'est pour cela qu'ils empêchent aux autres partis de s'installer dans les autres régions du pays, parce qu'ils pensent que le RDPC est installé partout et que d'ailleurs, s'il y a élection, les populations n'auront d'autre choix que de voter le RDPC. Donc Ali Bongo et les PDGistes étaient dans cette suffisance. Ils étaient sûrs que le bulletin unique clouerait toute l'opposition et jouerait en leur faveur. Ils avaient mépris la docilité, le silence du peuple gabonais. Ils avaient mépris la docilité, le silence de l'armée gabonaise. Bongo et son clan étaient sûrs que cette élection allait passer comme une lettre à la poste. Bongo et son clan étaient sûrs qu'il n'y avait personne en face. Bongo et son clan étaient sûrs qu'ils allaient engranger un autre mandat sans aucune difficulté. Parce que le Gabon n'a jamais fait montre de velléité contre M. Bongo et son régime. Tellement la répression est sauvage, tel qu'au Cameroun. Au Cameroun aujourd'hui, personne ne pense que M. Biya peut être battu. Personne ne pense que le RDPC peut être battu. Parce que M. Biya fait preuve de répression sauvage. Au jour d'aujourd'hui, nous avons encore plus de 100 prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles infestes de la dictature de Yaoundé depuis plus de 2 ans. Certains sont condamnés à 7 ans de prison, simplement pour avoir eu l'intention de marcher. Je pense ici à M. Olivier Bibou Nissak, qui a été kidnappé, manu militari, devant sa femme et ses enfants. Simplement pour avoir eu l'intention de marcher pacifiquement. Je pense au professeur Alain Foguet, qui a été kidnappé et conduit dans les geôles infestes de la soldatesque de M. Biya. Et à tous ces prisonniers politiques, je leur passe le salut patriotique
de la générale Sandy. Et je leur dis, nous revenons au créneau, nous remontons au créneau. La lutte reprend de plus belle, la rentrée politique recommence dès aujourd'hui. Et donc, parlant de M. Bongo et de son régime, ils étaient sûrs que Bongo allait passer comme une lettre à la poste. L'appareil de tricherie, de répression était mis en marche. Les Gabonais ont été empêchés de voter à l'étranger dans plusieurs pays. Et à l'intérieur du pays, ils adoptent des lois pour justement empêcher à l'opposition d'avoir des chances. Sauf que personne n'avait mesuré l'ampleur de la colère du peuple gabonais. Personne n'avait mesuré la grogne dans les casernes de l'armée gabonaise. Oui, parce que la grogne était là, mais elle était silencieuse. Tout comme au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, tous les Camerounais reconnaissent qu'ils souffrent, ils misèrent, ils peinent à manger, ils peinent à se soigner, ils peinent à se déplacer. L'armée camerounaise semble être soumise à M. Biya. L'armée camerounaise semble être silencieuse, acquise à la cause. D'ailleurs, le ministre d'État chargé de la Défense nous a annoncé l'autre jour qu'il est en train de recruter 2000 commandos. Bon Dieu de bonsoir. Qu'est-ce qu'un pays comme le Cameroun fait avec 2000 commandos additionnels au nombre qui sont déjà sur le terrain? Un pays qui est hyper endetté, qui va au FMI demander 200 milliards de francs CFA. Un pays qui n'arrive pas à réduire le train de vie de l'État. Nous avons plus de 60 ministres dans un gouvernement moribond. Le remaniement ministériel n'a pas été fait depuis au moins le dernier mandat de M. Biya. Il n'y a eu aucun conseil ministériel. Il y a des ministres qui sont morts, mais qui sont encore en fonction au Cameroun. 8 ministres précisément. Je répète, 8 ministres sont morts, mais sont encore en fonction sur le papier dans le pays de M. Biya, au Cameroun. Cependant, le peuple n'arrive plus à manger. Le prix du pain augmente, le prix du riz augmente, tout est cher au marché. Mais le gouvernement de M. Biya trouve qu'il faut plutôt ajouter le nombre de militaires dans ses effectifs, justement pour faire peur, pour créer la psychose, pour dire aux Camerounais que nous avons les moyens de vous réprimer dans le sang s'il le faut. Mais nous leur disons, l'ère de la dictature est finie. L'ère de la répression dans le sang est finie. C'est fini. Quel était le régime qui pouvait réprimer plus qu'au Gabon? Des régimes de tonton Macoute, des méthodes dignes de la Gestapo, où on kidnappe les citoyens, où on les emprisonne de façon arbitraire, où on les tue, où on les fait disparaître. Ces gens sont restés au pouvoir pendant 60 ans, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, grâce à la répression sauvage. Et donc, personne n'avait prédit, personne n'avait prévu ce qui se passe au Gabon actuellement. Personne. Les gens pensaient que les coups d'État étaient l'apanage de l'Afrique de l'Ouest et que la zone de l'Afrique centrale est grippée entre les mains des grabataires qui s'accrochent depuis 60 ans, qui s'enrichissent, qui s'engraissent sur le dos du peuple. La dynastie Bongo est l'une des dynasties les plus riches en Afrique. Pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère. La dynastie Biya est l'une des dynasties les plus riches en Afrique. Pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et donc, lorsque les élections se passent, le samedi, nous voyons déjà au niveau de la France, comme je vous l'ai dit, au lieu que les citoyens gabonais aillent voter dans l'ambassade du Gabon à Libreville, ils sont dirigés vers les mairies. Et si je peux vous montrer ce qui s'est passé à la mairie de Paris 16. Regardez.
Vous imaginez les élections d'un pays se tenir dans les institutions d'un autre pays. Imaginez que les élections françaises se déroulent dans l'ambassade des États-Unis. Est-ce que c'est possible? Imaginez que les élections de la Russie se déroulent dans l'ambassade de France. C'est exactement ce qui s'est passé, mon béret de la gloire glorieuse. C'est exactement ce qui s'est passé au Gabon. Regardez. Voilà les citoyens gabonais qui vont voter dans un bureau de vote avec le drapeau français dessus. Depuis ça n'avance pas. On est au 16e arrondissement là. Là, ils ont déjà fait venir la milice. Est-ce que vous voyez là où les Gabonais sont allés voter? Avec les drapeaux français dessus. Donc, voilà dans quelles conditions les Gabonais sont allés voter en France, dans les mairies françaises. Et le dimanche, nous avons déjà un candidat de l'opposition, M. Ondo Ossa, qui déclare sa victoire. Et il ne la déclare pas au hasard. Il la déclare sur la base des résultats obtenus dans les bureaux de vote. Et il fait cette sortie le dimanche. Je vous laisse suivre le film des élections. D'un scrutin à huis clos, sans observateurs internationaux ni journalistes étrangers, le samedi 26 août 2023. Les Gabonais dénoncent une élection taillée sur mesure pour réélire le président Ali Bongo au pouvoir depuis le 6 octobre 2009, suite au décès de son père Oumar Bongo, qui a dirigé le Gabon pendant 42 ans. Victime d'un accident vasculaire cérébral dont il a gardé des séquelles physiques, Ali Bongo mène campagne à travers le pays depuis plusieurs semaines. Le puissant parti démocratique gabonais PDG et ses alliés règnent aujourd'hui presque sans partage sur le Parlement. Élu pour la première fois en 2009 après la mort de son père, qui dirigea le pays pendant plus de 4 décennies, Ali Bongo Ondimba a été réélu de justesse en 2016, avec un taux de participation relativement faible, 59%, et au terme d'un scrutin très contesté face à Jamping. Son résultat dans le Haut-Ogooué, fief rural des Téké, la communauté dont il est issu, avait notamment fait naître de sérieux doutes. La participation avait atteint 99%, et il l'avait emporté avec 95 des suffrages. Ali Bongo Ondimba s'était finalement imposé avec 5500 voix d'avance sur John Ping, derrière lequel une frange de l'opposition s'était ralliée seulement 2 semaines avant le vote. L'annonce des résultats avait provoqué des violences, faisant au moins 5 morts selon le gouvernement et une trentaine d'après l'opposition. Alors, samedi 26 août, à l'heure prévue de la fermeture des bureaux de vote, le gouvernement a fait suspendre l'accès à Internet dans tout le pays et décrété un couvre-feu pour le lendemain, en invoquant des risques de violence après les déclarations d'Albert Ondo Ossa qui exigeait d'être proclamé vainqueur. L'accès à Internet n'était toujours pas restauré lundi soir et l'armée et la police avaient installé en soirée des barrages dans toute la capitale pour faire respecter le couvre-feu pour la 2e nuit consécutive. Outre la coupure d'Internet, l'organe de surveillance des médias a également annoncé l'interdiction provisoire de diffusion au Gabon des chaînes de télévision françaises France 24 et TEC5, 5 Mondes et de Radio France Internationale RFGIS, auxquels il était reproché un manque d'objectivité et d'équilibre. L'opposition dénonce la perpétuation d'une dynastie Bongo
de plus de 55 ans à ce jour, tout en notant que le bilan de son second mandat est un échec. Il faut aussi que le taux de pauvreté et le chômage des jeunes ont augmenté et les conditions de vie se sont largement dégradées. En attendant la proclamation des résultats, l'opposition à la personne de Albert Ondo Ossa affirme avoir remporté l'élection présidentielle et appelle Ali Bongo à concéder la défaite. C'est trop. Je suis parfaitement informé des fraudes orchestrées par Ali Bongo et ses partisans. Je n'en ai rien assuré. J'ai même des résultats qui s'apprêtent à déclarer où je ne suis gagnant que dans 2 provinces, le Wolantem et l'Angouni. J'attends. Je dis, Ali Bongo, il a encore le temps de négocier. Je prends 1 journée et demie pour que nous négocions. La seule négociation qui s'impose, c'est son départ. 60 ans de pouvoir, c'est trop. Je n'ai pas peur de lui. Maintenant, si les pérégistes pensent qu'ils ont la garde présidentielle avec eux, ils se trompent. S'ils pensent qu'ils ont l'armée avec eux, ils se trompent. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez entendu? Si les pédégistes pensent qu'ils ont la garde présidentielle avec eux, ils se trompent. S'ils pensent qu'ils ont l'armée avec eux, ils se trompent. Déclaration de M. Ondo Ossa le dimanche. À aucune pression, d'où qu'elle vienne. C'est le moment pour Ali Bongo de partir. J'ai été à l'intérieur du pays. Les images existent. Ceux qui sont venus au meeting n'étaient pas payés. Ils n'ont pas été transportés. Ce ne sont pas des militaires. Parce que lui, on va dans les casernes, on chante de tenue aux forces de l'ordre. Alors là, j'arrête un peu. Vous avez entendu les déclarations de M. Ondo Ossa. Il dit qu'il est allé jusqu'à l'intérieur du pays. Il a vu des vrais Gabonais voter. Et que ce n'étaient pas des militaires. Parce que le régime de M. Bongo avait l'habitude d'aller dans les casernes, faire sortir les militaires, les mettre en civil et leur demander d'aller voter. Pour vous dire à quel point l'armée était inféodée au régime de M. Bongo. Donc ce qui se passe aujourd'hui est inédit, inattendu, imprévu. Tout le monde donnait l'armée à M. Bongo, y compris son opposant. Allons-y. C'est le Gabon tout entier qui s'est levé. J'en appelle à la communauté internationale et j'espère qu'on a bien écouté ce que j'ai dit. Aucune négociation ne sera possible. Je ne serai pas le premier ministre d'Ali Bongo. Il est temps, après 60 ans de pouvoir, qu'Ali Bongo parte. J'attends qu'il donne des instructions à ces jeunes gens qui magouillent dans l'ombre pour leur dire à la fin de la journée de demain, Albert Ondo Ossa doit être déclaré vainqueur. Je dis que la porte est claire, la sortie est claire. On leur aménagera une porte de sortie. Aucune menace ne pèsera sur la famille Bongo, je leur porte d'armes. En revanche, si on me provoque, on rencontrera ce qu'on va chercher. Je vous remercie. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Moi, Ali Bongo Ondimba, moi, homme, moi, citoyen, moi, président, moi, votre candidat. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, le Gabon demeurera un exemple de paix pour l'Afrique et pour le monde. Nous ne nous laisserons pas diviser, mépriser, déstabiliser. Pas ici, jamais. Alors, nous allons faire une promesse. Ensemble. La promesse que nous chasserons loin de nos maisons, loin de notre pays, ceux qui portent la haine. Ceux qui portent
vendent la peur, et toutes celles et tous ceux qui nous font tellement honte, tellement au Gabon, qui jettent la honte sur notre pays. Nous ne voulons pas de leur haine, de leur menace. Nous voulons réussir, aimer notre pays, tous ensemble. Et nous allons être en tête demain. Nous allons les battre. C'est ça. Donc voilà la déclaration de Ali Bongo à la veille des élections. Sauf que le dimanche, lorsque les résultats sont, les premiers résultats commencent à sortir, les résultats provisoires donnent 18,68% à monsieur Ali Bongo. Des chiffres inédits, inimaginables. Le camp Bongo est dans la panique. Ils ne savent plus quoi faire pour tricher, pour masser les chiffres, pour que Bongo gagne. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Le régime de billard de Bongo, ils sont habitués à ce que ils massent les chiffres. Non seulement ils trichent dans les bureaux de vote, ils font entrer des faux électeurs, ils mettent des faux bulletins de vote dans les urnes. Mais lorsqu'il y a dépouillement et décompte des votes, ils sont habitués à masser les chiffres. Sauf que cette fois-ci, le vote a été un vote sanction. Le peuple gabonais a sanctionné le régime Bongo. Je dis que même dans sa région, Bongo n'a pas gagné les élections. Même dans son village, dans sa région, Bongo n'a pas gagné les élections. C'était un vote sanction. Comment faire pour tourner les 18,68% à une majorité? Voilà donc M. Bongo qui, dès dimanche, commence à mettre les chars de l'armée dans les rues de Libreville et du Gabon. Il commence à verser l'armée dans les rues pour intimider le peuple, pour réprimer le peuple, pour préparer la déclaration de sa victoire frauduleuse. Bongo commence à verser les chars de l'armée dans ses propres rues. L'armée qui est censée protéger le peuple, l'armée qui est censée protéger le territoire, est déversée dans les rues pour réprimer toute réclamation du peuple. Pour torturer et tuer comme ils avaient fait en 2016 contre Jean Ping. Bongo commence à préparer l'esprit des Gabonais pour leur dire que même avec la force, je serai élu président. Je serai président. Sauf que la réalité des urnes est implacable. 18,68% monsieur Bongo. Adama, on peut tricher comme ça. Adama. Le peuple t'a sanctionné. Le peuple a fait un vote sanction. C'est pour ça que je vais revenir là-dessus, mais je fais une petite virgule parce que je parle du Gabon et je parle de son corollaire direct au Cameroun, qui est le pays le plus voisin et le plus influent de la CEMAC. Parce que ce que nous vivons là, on appelle ça en anglais wind of change, le vent du changement. Le vent du changement qui a commencé à souffler en Afrique de l'Ouest est arrivé en Afrique centrale. Et il ne va pas rater le Cameroun, soyez-en sûrs. Le Cameroun va changer en 2025. Ce n'est même pas une question qu'on se pose, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, ce que j'allais donc dire par rapport à cela est que Bongo utilise les mêmes méthodes que Biya. Quand les élections sont finies, il verse l'armée dans les rues afin d'intimider, de martyriser, d'écraser, de tuer le peuple pour se maintenir au pouvoir. Comme il l'a fait en 2016. Il a tué des Gabonais. Il a tué des Gabonais pour prendre ce mandat qui est en train de s'achever dans la honte. Dans la honte. Donc, lorsque le dimanche, nous avons les premières sorties des urnes qui montrent une victoire écrasante de M. Ondo Ossa et que Ali Bongo met les chars dans la rue, nous voyons aussi quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça.
Delta, est-ce que vous me recevez? Je répète, le message doit passer dans tout le Gabon. Ali Bongo doit gagner. Ali Bongo doit gagner. 5 sur 7. Est-ce que vous comprenez ça? Le message doit passer dans tout le Gabon. Ali Bongo doit gagner. Ali Bongo doit gagner. Quand on est sûr de sa victoire dans les urnes, lorsqu'on sait que le peuple nous a voté, est-ce qu'on a besoin de manipuler la police, l'armée, la gendarmerie pour passer les ordres que absolument Ali Bongo doit, je dis bien doit gagner, doit. Ce n'est pas que a gagné, on dit doit gagner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résultats officiels qui seront prononcés doivent donner Ali Bongo vainqueur. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Un candidat qui a gagné aux élections n'a pas besoin d'instruire à l'armée, la police, la gendarmerie, de donner l'ordre pour que les résultats lui donnent vainqueur. Écoutez encore. Delta, est-ce que vous me restez? Oh. Oh là là. Je répète, le message doit passer dans tout le Gabon. Ali Bongo doit gagner. Ali Bongo doit gagner. 5 sur 7. Voilà. Nous sommes là dimanche soir. Les instructions sont en train de sortir pour dire que dans tout le Gabon, on doit passer ces instructions que Ali Bongo doit gagner. Faites tout et tout pour que Ali Bongo gagne. Or, le vote est fini. On est en train de compter les résultats. Les premières tendances donnent Ondo Ossa vainqueur avec une majorité écrasante. Voilà les instructions qui sortent pour dire que passer ces instructions dans tout le Gabon, Ali Bongo doit gagner. Ali Bongo doit gagner. Adama, on peut tricher comme ça. Adama, le tout c'est, votre tricherie a été mise à nu. Votre tricherie a été mise à nu. Et donc, Ali Bongo verse les militaires dans toutes les rues du Gabon. Vous voyez ça? Les militaires partout. Les militaires partout. Les chars de guerre partout. Pour intimider le peuple. Pour réprimer le peuple. Faire du camp chez nous. C'est eux qui font le camp en vrai. C'est triste quoi. Vous voyez ça? Les rues jonchées de militaires alors qu'il n'y a pas de guerre. Les chars de guerre en pleine ville alors qu'il n'y a pas de guerre. C'est pour faire quoi? Si ce n'est pour montrer au peuple que celui qui tente de se soulever, on va l'écraser. Et c'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Dès qu'il y a un petit parti politique qui veut faire, les chars de guerre sortent. Pour dire au peuple que celui qui tente, on va l'écraser. Voilà comment ces grabataires se sont maintenus au pouvoir depuis 60 ans. Sauf que le Tutsi, ça a tourné au vinaigre. L'armée que Bongo croyait être pour lui a arraché le pouvoir. Pourquoi l'armée arrache le pouvoir? Parce que les médias français, notamment TF1, annonce la victoire de Ali Bongo. Regardez, nous sommes ici, France 24, qui annonce que Ali Bongo est vainqueur. Ils annoncent la victoire d'Ali Bongo. Ils annoncent la victoire d'Ali Bongo et c'est ainsi que l'armée décide de prendre
ses responsabilités. Maintenant, j'entends des voix qui s'élèvent pour dire que c'est un coup d'État orchestré par la France. Ce serait un coup d'État orchestré par la France. D'après certaines personnes, parce qu'il y a une photo qui montre Emmanuel Macron en train de saluer. Mais vous avez oublié une chose, cette photo ne date pas d'aujourd'hui. Et que le Gabon, normalement, a toujours été inféodé à la France. Le Gabon est et reste, jusqu'à ce jour, l'un des endroits les plus sûrs pour la France en Afrique. Il y a une grande collaboration entre le Gabon et la France sur le plan militaire. Donc, rien d'anormal dans les photos qui circulent. Je vais vous montrer une vidéo dans les jours qui suivent où le secrétaire d'État américain chargé de la défense avoue qu'ils avaient formé le colonel Assimi Goïta. Est-ce pour autant qu'Assimi Goïta est pour les États-Unis? Oui, nous devons prendre les événements qui se passent avec beaucoup de pincettes, de précautions. Pourquoi? Parce que nous avons un vainqueur sorti des urnes qui est M. Ondo Ossa. Et qui est d'ailleurs soutenu par le peuple. Qui est soutenu par le peuple. Regardez les images du peuple gabonais. Regardez les images. Donc, de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que le peuple gabonais a vomi Ali Bongo et sa dynastie. Le peuple gabonais ne veut plus de Bongo et de sa dynastie. Ça, c'est une certitude. Le peuple gabonais les a rejetés. Maintenant, quand il s'agit du jeu politique qui est en train de se jouer, en ce moment même, à l'heure où nous parlons, rassurez-vous, il y a beaucoup de coups de fil, beaucoup de négociations qui sont en train de s'effectuer à Libreville en ce moment. Si la France est derrière ce coup d'État, je répète, si la France est derrière ce coup d'État, ce qui est une possibilité à ne pas écarter, ce serait parce que la France ne veut pas de M. Ondo Ossa. Et les militaires qui ont pris le pouvoir en ce moment ne peuvent pas le garder parce que ce n'est pas une prise de pouvoir constitutionnelle s'ils ne sont pas soutenus par le peuple. Contrairement à l'Afrique de l'Ouest, les coups d'État sont soutenus par le peuple. Donc, la junte militaire au pouvoir en ce moment a toutes les cartes entre ses mains. Je dis bien toutes les cartes entre ses mains. Si c'est la France qui les a aidés à prendre le pouvoir, eh bien à partir du moment où ils ont le pouvoir, ils peuvent décider de se débarrasser de la France. Ils peuvent le faire. Ils ont ce pouvoir. Ils seront convoités par toutes les puissances mondiales parce qu'ils ont ce pouvoir entre les mains. Rappelons que le Gabon est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Rappelons-le, ça c'est à titre de rappel. Rappelons que le Gabon est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Donc, la France ne veut pas perdre sa base militaire dans le golfe de Guinée. Parce que si elle perd cette base militaire, ça veut dire que la France est effacée de la carte d'Afrique. La France ne contrôle plus rien. Il est possible que la France manipule donc les élections au Gabon. Pour deux choses. Un, pour maintenir sa base militaire et son assise au Gabon. Deux, pour envoyer un signal fort à M. Biya, qui est l'autre plus grand dinosaure, et lui dire, si tu ne nous fais pas allégeance, voici ce qui va t'arriver. Ça, c'est possible. C'est une possibilité. Cependant, la France étant déjà dans les troubles
à l'intérieur et à l'extérieur du pays, la France étant accusée justement d'installer des gens au pouvoir en Afrique, ne se risquerait plus à manipuler le jeu du pouvoir, de Game of Thrones en Afrique. Parce que l'enjeu est énorme pour la France. L'enjeu est énorme. La France bénéficierait au contraire à faire amende honorable et soutenir le choix du peuple que d'imposer encore un autre régime au peuple gabonais qui a subi la domination française pendant plus de 60 ans à travers la dictature de Bongo. Donc, la situation n'est pas aussi facile que vous le croyez. La situation n'est pas aussi claire que vous le croyez. Une chose est sûre, Ondo Ossa est le choix du peuple gabonais. Il a gagné les élections. Au vu de la déclaration de victoire de M. Bongo, qui est un vol, M. Bongo a essayé de faire un tour de passe-passe et de voler les élections, s'est déclaré vainqueur. Alors, l'armée gabonaise a pris ses responsabilités en main et a pris le pouvoir. Voilà la certitude que nous avons au jour d'aujourd'hui. Qui est derrière l'armée qui a pris le pouvoir? Pour le moment, nous ne le savons pas. Nous savons juste que M. Bongo s'est autodéclaré, autoproclamé vainqueur, a déclaré sa victoire comme d'habitude, mais l'armée a décidé qu'il ne prendra pas le pouvoir. Et lorsque nous revenons aux déclarations de Ondo Ossa le dimanche, Ondo Ossa vous a dit, si les PDGistes pensent que la garde présidentielle est avec eux, ils se trompent. Si les PDGistes pensent que l'armée est avec eux, ils se trompent. Ondo Ossa le dit. Mais personne ne le prend au sérieux parce qu'on pense que Bongo est tout puissant. Bongo est très fort. Personne ne peut contester la victoire de Bongo. Ondo Ossa l'a dit. Et aujourd'hui, nous avons l'armée qui a pris le pouvoir. Nous avons l'armée qui a pris le pouvoir. Cette armée, même si elle était pistonnée par n'importe qui, oui, pour arriver au pouvoir, on fait des deals. Ça, c'est clair. Même si cette armée est pistonnée par Macron, aujourd'hui, elle a le pouvoir entre ses mains. Elle peut décider de chasser Macron. Mais Macron ne va rien faire. Il ne va rien faire. Elle peut décider de tourner le dos à la France. Il ne va rien faire. Parce qu'ils ont le pouvoir entre leurs mains. Maintenant, la question qui se pose, et c'est ça qui va déterminer les prochains mois à venir, comment est-ce que l'armée gabonaise va négocier cette transition? C'est là où toute la question se pose. Et la communauté nationale et internationale est debout, observatrice, attentive à ce qui va se passer dans les prochains mois au Gabon. Parce que les enjeux géopolitiques et géostratégiques sont infiniment importants. Si la France avait son précaré en Afrique était l'Afrique de l'Ouest, la zone CEDEAO, et l'Afrique centrale, la zone CEMAC. Si la France est déjà déboutée en zone de l'Afrique de l'Ouest, elle est déboutée en Afrique de l'Ouest. La France a perdu l'Afrique de l'Ouest. Elle a perdu. Il lui reste quoi? Le Bénin avec Talon, le Sénégal qui est même d'ailleurs dans les contestations en ce moment parce que Ousmane Sonko est en train de faire quelque chose d'historique au Sénégal. Malgré qu'il soit torturé, malgré qu'il soit emprisonné, le peuple sénégalais est debout et réclame Ousmane Sonko. La France est déboutée partout. Il lui reste maintenant l'Afrique centrale avec sa base militaire la plus importante au Gabon et une base militaire au Tchad. Sauf que le Tchad de Kaka Déby, se voyant déjà en ballottage avec ce qui se passe au Niger, est en train de revoir ses positions. Et donc, ce qu'on appelle le stronghold en anglais, c'est-à-dire que le point fort de la France en Afrique qui lui restait était le Gabon et le Cameroun. Elle a été chassée de la Centrafrique. Si la France perd le Gabon, virgule, la France va perdre le Cameroun, point. Je répète, hein, si la France perd le Gabon, virgule,
la France va perdre le Cameroun, point. Et si la France perd le Gabon et le Cameroun, la France est chassée définitivement de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour cela, Macron va mettre... ce ne sera pas facile, hein, ce qui se passe au Gabon là. Ce ne sera pas facile. Parce que la France sait quels sont les enjeux en ce moment. La France sait que les coups de fil sont déjà en train de passer en ce moment à Libreville. Tous les états-majors des grandes puissances sont déjà en train d'appeler la junte militaire gabonaise en ce moment pour se positionner, pour négocier. Parce que le golfe de Guinée est l'un des points les plus stratégiques dans le commerce mondial, parce que beaucoup de commerce maritime passe par le golfe de Guinée, dans le commerce mondial, dans les ressources minières, dans la position géographique, en termes de contrôle de territoire africain, le golfe de Guinée est très important. C'est l'une des plus grandes portes d'entrée en Afrique, dont le Cameroun et le Gabon sont les deux plus grands pays. Et donc, la France, pendant plus de 60 ans, c'était la chasse gardée de la France. Le golfe de Guinée était la chasse gardée de la France. La guerre du Biafra a été instaurée, instituée par qui? La France. Pourquoi? Pour contrôler justement les ressources pétrolières qu'on avait découvertes au Biafra, qui était l'une des plus grandes sources pétrolières du monde entier. La guerre qui sévit en ce moment dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun et qui dure 7 ans, instaurée, entretenue par qui? La France, qui fournit les armes au Cameroun pour aller tuer ses propres citoyens. Pourquoi? Parce que c'est la zone pétrolière du Cameroun. Parce que c'est la zone pétrolière du Cameroun. Le Cameroun est le 4e producteur de pétrole en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a découvert la plus grande source de gaz au monde, aux abords des Tindé, exploitable sur plus de 200 ans. Alors pour avoir la même mise sur ces ressources, il faut créer une guerre. Donc au jour d'aujourd'hui, la France est déboutée de tous ces territoires africains. Et la France est prête à s'accrocher par tous les prix. Là où elle est là, la France sait que si elle perd l'Afrique, elle n'est plus rien. Sur le plan, sur l'échiquier mondial, la France n'est rien sans l'Afrique. Je répète, sur l'échiquier mondial, la France n'est rien, je dis bien rien sans l'Afrique. Alors cette France est prête à se battre bec et ongle pour ne pas perdre le golfe de Guinée. Pour ne pas perdre le golfe de Guinée. Sauf que les populations africaines sont debout. Oui, c'est ça ce que la France n'avait pas calculé. La France a réprimé les peuples africains à travers les dictateurs pendant des décennies. A encouragé, entretenu, maintenu des dictateurs qui volent leur peuple, qui violent leur peuple, qui s'enrichissent sur le dos de leur peuple, qui écrasent leur peuple. Nous avons un dictateur au Cameroun, M. Paul Biya, qui passait plus de la moitié de l'année à l'hôtel intercontinental en Suisse. Et qui réprimait dans le sang tout ce qui essayait de se lever contre lui, qui réprime, pas réprimer, réprime dans le sang. Et voilà donc ces dictateurs qui étaient entretenus, maintenus par la France. Pourquoi? Parce que ces dictateurs servaient les intérêts de la France. Parce que ces dictateurs permettaient à la France de garder son précaré en Afrique. Lorsque j'entends des Ouistiti chanter en longueur de journée dans les chaînes soi-disant panafricanistes que M. Biya est un panafricain, alors je rigole. Un panafricain n'écrase pas son peuple. Un panafricain n'appauvrit pas son peuple. Un panafricain ne tue pas son propre peuple. Un panafricain ne fait pas la guerre à son propre peuple. Un panafricain ne maintient pas la monnaie de singe qu'est le franc CFA à son peuple. Un panafricain ne maintient pas son peuple sous l'esclavage de la France pendant des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, les peuples africains sont debout. Grâce au vent de changement qui a commencé à souffler en Afrique de l'Ouest.
Oui, l'Afrique ne va pas se développer avec les coups d'État, non. Mais chaque fois qu'il y aura un coup d'État constitutionnel et institutionnel, virgule, il y aura un coup d'État militaire. Je répète, chaque fois qu'il y aura un coup d'État institutionnel, il y aura un coup d'État militaire. C'est de ça qu'il est question. Armée camerounaise, militaire camerounais. Je vais m'adresser à vous. Lorsque le prix du pain augmente à Yaoundé, à Douala, à Limbe, à Bouéa, à Botibo, à Guidigis, il n'augmente pas seulement pour les civils, il augmente pour vous aussi. Lorsque la route Douala-Yaoundé tue une route qui est censée être autoroute aujourd'hui et dont les travaux ont commencé il y a plus de 10 ans, lorsque cette route tue, virgule, elle ne tue pas que les civils. Elle tue vos familles. Elle vous tue. Lorsque les salaires ne sont pas payés, il n'y a pas d'augmentation. Ce n'est pas seulement pour les civils, c'est aussi pour vous. Vous lisez l'heure, vous souffrez. C'est pour ça que vous prenez les armes pour braquer dans les quartiers. La plupart des gangs de voleurs qu'on retrouve au Cameroun, c'est des gangs, des gendarmes, des militaires, des policiers. Parce qu'ils souffrent, parce qu'ils misèrent. Et lorsqu'on vous envoie dans cette guerre fratricide au nord-ouest et sud-ouest, ce n'est pas les enfants des généraux, ce n'est pas les enfants des ministres, ce n'est pas les enfants des présidents qui meurent. C'est vous, enfants de pauvres. C'est vous qui avez monnayé pour entrer dans l'armée. Parce qu'on sait que vous monnayez même pour entrer dans l'armée. Parce que c'est le seul corps qui paye encore au Cameroun. Vous payez pour aller mourir au front. On vous envoie dans une guerre que vous n'avez pas choisie. On vous envoie dans une guerre que vous ne pouvez pas gagner. Ce sont vos familles qui perdent. Ce sont vos enfants qui sont orphelins. Quand vous êtes dans ce terrain, ce foutu terrain de bataille, vous êtes seul la nuit. Vous êtes seul. Il n'y a pas l'État qui vient vous accompagner. Vous êtes seul, vous êtes fragile, vous êtes soumis à des attaques. Alors, ça fait 7 ans que vous êtes dans une guerre inutile. Ça fait 7 ans que vous êtes traumatisé. Vous voyez vos camarades charcutés sur le terrain de bataille. Dans une guerre que vous n'allez jamais gagner. Dans une guerre qui ne va pas s'achever sans un dialogue. Un dialogue que M. Biya a refusé. Chers militaires, policiers, gendarmes, vous êtes là pour servir le peuple et non pour servir un homme. Quand vous dites honneur et fidélité, ce n'est pas honneur et fidélité à Biya, c'est honneur et fidélité au peuple camerounais, aux emblèmes de notre pays que je porte sur ma tête. Aux emblèmes de notre pays que je porte sur ma tête. Ne soyez pas la honte de votre génération. Le Mali l'a prouvé. Le Burkina Faso l'a prouvé. Le Niger l'a prouvé. La Guinée l'a prouvé. Aujourd'hui, le Gabon le prouve. Le moment venu, soyez du côté du peuple. Mettez-vous du côté du peuple. Ça veut dire que si le peuple choisit un candidat et que on essaye de voler le choix du peuple, vous avez l'obligation de rétablir la volonté du peuple. Parce que ce sont les impôts de ce peuple qui vous payent. Parce que ce sont les impôts de ce peuple qui vous payent. Vous êtes là pour servir le peuple. Donc les gars, nous sommes au premier jour d'une révolution en Afrique centrale. Révolution qui ne s'arrêtera pas dans les frontières du Gabon. Elle va arriver au Cameroun en 2025. Le Congo va tomber. Et la France sera déboutée. La France sait en ce moment que même si elle est derrière ce coup, elle doit jouer avec beaucoup de prudence.
Parce que tout ce qui va aller à l'encontre du peuple gabonais va déstabiliser la sous-région. Je répète, tout ce qui va aller à l'encontre du peuple gabonais va déstabiliser la sous-région. Le peuple est souverain. La France dit rétablir la démocratie. Mais c'est eux qui nous ont appris ce que c'est que la démocratie, même si ils ont imposé une démocratie modifiée en dictature chez nous. Ils nous ont dit que la dictature c'est quoi? La démocratie c'est quoi? Gouvernement par le peuple pour le peuple. Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc si vous êtes là pour soutenir la démocratie, comme vous l'avez dit au Niger, que vous voulez restituer le président qui a été élu, Bazoum, eh bien, au Gabon, vous devez faire la même chose. Parce que celui qui a été élu par le peuple, c'est Ondo Ossa. Et les militaires savent ce qu'ils ont à faire. Ils vont organiser une transition et restituer le pouvoir à celui qui a été choisi par le peuple. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Une chose est sûre, Ali Bongo, c'est fini, c'est terminé, le peuple l'a vomi. Le peuple gabonais l'a vomi, que ce soit à l'intérieur du Gabon ou à l'extérieur. Comme le peuple gabonais vomit M. Biya à l'intérieur et à l'extérieur. Et d'ailleurs, puisque nous faisons la rentrée combattante, nous allons reprendre les actions sur le terrain. Nous allons reprendre les actions sur le terrain. Et ça ne sera pas du lait. 2024, c'est l'année tournante pour la politique camerounaise. Ça fait 5 ans que nous sommes dans le combat. Nous avons tout perdu. Il est hors de question qu'à la dernière année, on abandonne. Nous allons jeter tout ce que nous avons dans la bataille. Je répète, nous allons jeter tout ce qui nous reste dans cette bataille pour qu'en 2025, le Cameroun soit libre, libéré de la dictature de Paul Biya. Aucun effort ne sera épargné. Nous allons mourir ou nous allons vaincre. Les batteries sont rechargées. Le combat va devenir plus virulent. Ce que nous avons fait en 2019, 2024 sera le double. Le combat va devenir plus virulent. Parce que si 2024 passe, on n'a plus d'autre chance. 2024, c'est l'année décisive. Combattant Amazon. Tous ceux qui se sont fatigués, tous ceux qui sont rentrés dans leur maison, tous ceux qui ont abandonné la rue, vous voyez ce qui se passe ailleurs et c'est déjà à nos portes, au Gabon. C'est déjà à nos portes. Le moment est venu de sortir. Sortez de tous vos trous-rats. Le moment est venu de recommencer, de mettre à mal le régime de Biya. Le moment est venu. Nous n'avons qu'une seule chance et c'est 2024. Nous devons inscrire le plus grand nombre de Camerounais possible sur les listes électorales. Parce que c'est ce peuple qui a sanctionné Bongo. C'est le même peuple qui va sanctionner Biya. Donc, si vous étiez fatigué, vraiment combattant Amazon, ressourcez-vous. On a encore quoi jusqu'en décembre? 3 mois. Ressourcez-vous. Redynamisez vos organes de base. Revenez avec des arguments plus forts. Parce que le combat de 2024, c'est le dernier kata. Le combat de 2024, c'est le dernier kata. Le combat de 2024, c'est le dernier kata. Au jour d'aujourd'hui, au vu de tout ce que nous avons perdu, moi parce que je ne vais pas revenir là-dessus, il est hors de question que j'abandonne ce combat. 2024 là, si je voyageais 100 fois par an, je vais voyager 400 fois. Si je faisais 15 manifestations par an, je vais faire 30. Parce que c'est le virage. C'est le virage, mon général Port de l'Ouest. C'est le virage, Caroline Lagloire. Évangéliste Kwiga, c'est le virage. 2024, on jette tout dans la bataille. On jette tout. Celui qui n'est pas dans le combat en 2024 est Saadina. Celui qui ne jette pas, qui ne sort pas ses tripes, qui ne verse pas son âme dans ce combat en 2024 est Saadina.
Et contrairement à ce que les gens vous ont dit, que non, ne vous inscrivez pas sur les listes, attendez le programme politique. Si le programme politique sort, vous allez voter avec quoi si vous n'êtes pas inscrit? Donc, admettons, on sort un joli programme, très beau, bien ficelé et tout. On vous le présente. Vous allez voter avec quoi si vous n'êtes pas inscrit? Vous allez choisir ce programme comment si vous n'êtes pas inscrit? Sachant qu'il nous reste 1 an. Sachant qu'il nous reste 1 an. Il n'y a pas 2 alternatives. Inscrivez-vous sur les listes électorales et défendez votre vote. Dans l'élection, il y a 2 choses. Le parti politique et les politiciens. Leur rôle, c'est de préparer un programme, de travailler pour que les choses changent et de nous présenter ce programme pour nous faire voter. Ça, c'est leur rôle. Hein. L'électeur a quel rôle? Donc, nous, on va s'asseoir dans nos maisons. On ne fait rien, on attend que le programme sorte. Hein? On reste chez nous, on regarde la télé, on regarde les novelas, on regarde les influenceuses qui filment leur maison, des asticots, les machins qui s'entretuent, tout ça. On se distrait avec ça. Hein. On se distrait avec les faits divers de tous les jours en attendant que le programme sorte. Et puis le jour des élections, quand le programme est sorti, on ne peut pas voter parce qu'on n'était pas inscrit. Le rôle de l'électeur, c'est d'être prêt à voter. Et être prêt à voter veut dire aller s'inscrire sur la liste électorale. Le jour dit, c'est votre vote qui vous permet de sanctionner le politicien que vous ne voulez pas. Et rien d'autre. Vous n'avez pas une autre arme. Votre arme, c'est votre bulletin, votre carte d'électeur. Comme ça s'est fait au Gabon. Le peuple gabonais a sanctionné Bongo. Le peuple gabonais a sanctionné Bongo. Et le peuple camerounais va sanctionner Biya. Le peuple camerounais va sanctionner Biya. Lorsque nous aurons sanctionné Biya dans les urnes, virgule, il ne pourra pas se lever et réclamer la victoire. Parce que s'il le fait, ce sera notre hold-up et les conséquences vont s'en découler. Les conséquences vont s'en découler. Je répète, notre rôle, c'est de nous inscrire massivement et sanctionner Biya. Lorsque nous l'aurons fait, comme ça s'est fait au Gabon, il ne pourra pas voler la victoire parce que s'il le fait, les conséquences vont s'en découler, qu'il le veuille ou pas. Et avec raison, la communauté internationale et nationale sera là pour dire que le peuple camerounais a choisi tel, mais Biya s'est autoproclamé vainqueur. Ça s'est passé au Gabon. Malgré toutes les mesures de tricherie que Bongo a prises. Malgré toutes les mesures de tricherie que Bongo a prises. Pas d'observateur international, limitation des inscriptions, fermeture de certains bureaux de vote, armée dans les rues. Le résultat était implacable dans les urnes. Implacable. Je dis bien implacable. Implacable. Donc, mes chers gens, notre rôle, c'est d'inscrire les Camerounais, de les mettre sur les listes et qu'ils soient prêts à prendre leurs responsabilités le jour dit. Une fois que le peuple a joué son rôle qui est de voter, les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Le Gabon aujourd'hui, le Cameroun demain, et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un peu. Ça ne chauffe même pas un peu. Je tiens à rappeler ici, puisque en diaspora, ils ont refusé d'inscrire les Camerounais. En diaspora, on s'inscrit avec une carte consulaire. Au Cameroun, on s'inscrit avec une carte nationale d'identité ou un récépissé de carte nationale d'identité. Que ces documents soient expirés ou pas, c'est-à-dire que même si votre récépissé est expiré, vous pouvez vous inscrire. Même si votre carte nationale d'identité est expirée, vous pouvez vous inscrire. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, vivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe à Libreville aujourd'hui. Mais surtout, ne vivons pas seulement. Soyons les acteurs du changement au Gabon. Même si nous ne sommes pas Gabonais. Parce que ce qui se passe au Gabon aura une incidence sur le Cameroun. Comme ce qui s'est passé
au Niger avait une incidence sur le Burkina. C'est pour ça que le Burkina Faso et le Mali se sont levés et ont dit que toute invasion du Niger sera considérée comme une déclaration de guerre. Lorsque Ibrahim Traoré le déclare, est-ce qu'il est nigérien? Non. Il le déclare parce qu'il sait que s'il laisse le Niger tomber, eh bien, le Burkina Faso sera aussi affecté. Le Mali sera affecté. Tous ensemble, unis, pour débouter ces gens. Pour une Afrique libre, debout, indépendante. C'est maintenant et c'est aujourd'hui. Combattants Amazon, quel que soit votre pays, levons-nous et soutenons le changement au Gabon. Levons-nous et soutenons le renversement des dictatures reptiliennes en Afrique, afin que l'Afrique soit libre et indépendante. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Pour un Gabon libre, pour un Niger libre, pour une Afrique libre, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Le peuple africain est debout. Merci.